C'est votre magazine Vision en Arc sur Arc-en-Ciel Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le cadre de ce magazine qui vous permet d'être dans l'actualité ici en République démocratique du Congo. La dépréciation du franc congolais, on en parle toujours. L'institution monétaire de la République démocratique du Congo, je cite la Banque centrale du Congo, est en difficulté face à cette crise mondiale causée par la pandémie de la Covid-19. Il est nécessaire, il s'avère indispensable d'arrêter l'hémorragie de la montée en puissance du roi dollar américain. Voilà pourquoi la Banque centrale a mis sur le marché près de 25 millions de dollars pour calmer la situation et a promis dès ce mercredi 5 juillet 2020 de vendre le dollar aux banques privées de la place. Qu'est-ce qui explique cette rareté de la monnaie locale face aux devises étrangères, principalement le dollar américain, et en partie l'écart entre le taux actuel sur le marché, soit 1500 francs congolais, et le taux officiel à la banque vendeur, 1996,20 francs congolais chez les cambistes, d'où l'incertitude et la spéculation. À toutes ces questions, notre invité va y répondre puisqu'il est docteur en sciences économiques de l'Université de Paris et économiste international. Lui, c'est Noël Tiani Mwadianvita. Bienvenue à notre plateau, Monsieur Noël Tiani Mwadianvita. Merci beaucoup de me recevoir à Arc-en-Ciel Télévision. Voilà, comment vous vous sentez dans votre peau d'économiste pendant cette période où sévit la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, plus particulièrement? Dans ma peau, d'abord dans ma peau en tant qu'être humain, je suis en super forme après le confinement qui m'a permis de me reposer sincèrement. Mais en tant qu'économiste et en tant que Congolais, je suis très contrarié de voir que beaucoup de nos compatriotes sont en train de souffrir avec un pouvoir d'achat réduit pratiquement donc à néant à cause de la mauvaise gestion de notre monnaie par la Banque centrale du Congo, mais également par le gouvernement. Mauvaise gestion qui s'est traduite par d'abord la perte accélérée des valeurs par notre monnaie nationale pendant plusieurs années. Parce que beaucoup de personnes semblent penser que tout a commencé avec la pandémie au début du mois de mars, mais en réalité les problèmes monétaires de la RDC ont commencé dès le lancement du franc congolais en 1998, parce que de 1998 jusqu'au 1er mars de cette année, la monnaie avait déjà perdu près de 150% de sa valeur. Il y a eu accélération de la dépréciation monétaire de mars jusqu'à la semaine dernière, quand on a atteint le taux d'échange de 2030 francs congolais pour $1. Mais ces problèmes-là, qui ont été amplifiés par la pandémie, n'ont pas commencé qu'avec la pandémie. Donc, je peux dire que je me sens très contrarié parce que nous avons un grand pays avec beaucoup de ressources naturelles, avec même de l'or qu'on peut utiliser pour garantir la convertibilité de notre monnaie, mais nous avons manqué d'initiative et manqué d'imagination pour donner au peuple congolais une monnaie qui conserve sa valeur. Alors, puisque vous parlez de cette valeur, comment alors conserver la valeur de notre monnaie nationale en République démocratique du Congo? Effectivement, cette monnaie qui va assurer le pouvoir d'achat de tout le monde. Pour que la monnaie puisse conserver de la valeur, il n'y a pas de miracle. Ce qu'on doit faire, c'est bien gérer l'économie, que l'économie puisse produire, puisse exporter davantage, puisse gagner plus de devises étrangères, et parce qu'il y a suffisamment de devises étrangères. Ces devises étrangères vont servir donc de matelas pour soutenir la valeur de notre monnaie. Et il faut aussi maintenant, au-delà des politiques économiques et des politiques budgétaires qui doivent être crédibles, il faut nécessairement que l'autorité monétaire qui est en charge de gérer la monnaie fasse son travail et fasse son travail correctement. Vous savez, la Banque centrale du Congo a reçu pour mandat de la part du législateur des missions essentielles. Il suffit de prendre la Constitution de la République démocratique du Congo et regarder l'article 176 de cette Constitution qui dit que la Banque centrale a pour mission, 1, de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays avec l'objectif d'assurer la stabilité des prix, 2, de pouvoir
gérer les réserves donc de devises, c'est-à-dire les fonds publics, les gérer correctement. 3, de superviser le secteur bancaire. 4, d'être le conseiller économique et financier du gouvernement. Mais quand on regarde tout ça, on réalise que la Banque centrale ne fait pas son travail. Et depuis très longtemps, d'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc vous pensez que la Banque centrale ne joue pas son rôle, le rôle qu'il devrait, au fait, qu'elle devrait jouer? Non, la Banque centrale ne joue pas son rôle, ou même quand elle tente de jouer le rôle, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je voudrais vous dire pourquoi je pense que la Banque centrale ne joue pas son rôle. Oui, nous avons introduit le franc congolais le 13 juin 1998, au taux de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes... Bon, je vais utiliser le taux que nous avons jusqu'à la semaine dernière, parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît donc les taux réellement. Oui. Donc, 2000 francs congolais pour 1 dollar. Prenez 2000 francs congolais, divisé par 1,3 francs congolais qu'on avait en 1998, vous trouverez que notre monnaie nationale a perdu près de 150 000 fois sa valeur, 150% de sa valeur. Aucune autre monnaie du monde n'a jamais connu une histoire comme ça. Comment est-ce que nous avons assisté impuissants à cette dépréciation de la monnaie jusqu'à ce jour, et tout le peuple congolais a été appauvri? Quelle est l'institution qui est supposée donc assurer la stabilité de la monnaie? C'est la Banque centrale. Est-ce qu'on peut dire qu'elle fait un bon travail si la monnaie qu'elle gère a perdu toute sa valeur pendant cette période, au point où les Congolais, révoltés par la situation, ont jeté les francs congolais pour embrasser le dollar américain qui représente aujourd'hui 95% de la masse monétaire du pays? En réalité, la Banque centrale ne gère plus la monnaie congolaise. La Banque centrale est impuissante devant le dollar qui a pris toute la place publique. Et quand on parle donc de la monnaie de la RDC, demandez à un Congolais, ils vont vous dire que la monnaie de la RDC, donc c'est le dollar américain. Pourquoi? Parce que la Banque centrale n'a pas réussi à imposer donc le franc congolais comme étant la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national, comme cela est dit dans notre Constitution. Et ça, c'est l'article 170 de la Constitution. Donc, grosso modo, la banque a échoué. Voilà, moi je dis, à nos téléspectateurs, nous sommes en direct, vos questions, nous allons les poser à M. Noël Tchani Dianvita, qui aujourd'hui, dans Vision en Arc, nous parlons économie, effectivement, avec cette dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais. Alors, M. Noël Tchani, qu'est-ce qui explique, c'est vrai, depuis quelques jours, cette dépréciation de la monnaie nationale sur le marché des changes? C'est vrai, la Banque centrale, selon vous, n'a pas vraiment rempli sa mission qu'elle devrait vraiment jouer ici en République démocratique du Congo sur le plan monétaire ou sur le plan économique. Mais qu'est-ce qui explique depuis quelques jours cette dépréciation de la monnaie nationale, vous, en tant qu'expert? Oui. Après que la pandémie ait explosé, oui, il y a eu réduction considérable du volume des activités économiques, non pas simplement dans notre pays, mais également dans les pays qui entretiennent des relations commerciales avec la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la Chine, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Quand on regarde la balance commerciale, on trouve que les exportations congolaises, qui sont faites essentiellement des matières premières, le cuivre, le coltan, le cobalt, le diamant, toutes ces matières premières-là, les exportations congolaises ont baissé de 40%. Baisse de 40% des exportations, ça veut dire baisse des devises étrangères qu'on gagnait pour pouvoir remplir notre matelas de devises. Mais pendant la même période, il y a eu aussi baisse des importations parce que le Congo exporte des matières premières, mais importe les biens de consommation et les biens d'équipement. 30%, les importations ont baissé de 30%. Baisse de 40% des exportations, baisse d'importation donc de 30%. Donc les exportations ont diminué beaucoup plus proportionnellement que les importations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au lieu de gagner des devises qui entrent dans notre pays, nous devons trouver des devises pour payer nos factures à l'extérieur. Donc il y a sorti en quelque sorte des réserves qu'on avait pour arriver à régler les factures d'importation. C'est la première chose. Donc il y a un déficit de la balance commerciale qui provient de cette baisse des exportations et des baisses des importations. Maintenant, sur le plan du fonctionnement normal de l'État, on a ce qu'on appelle le compte courant des opérations de l'État. Dans ce compte courant, on trouve que l'État congolais paye tous les mois des salaires des fonctionnaires.
mais paye aussi de l'argent pour maintenir les institutions fonctionnelles, les frais de fonctionnement des institutions de la République. Cette facture-là totalise 480 milliards de francs congolais par mois. Mais pour payer cette facture, l'État congolais reçoit ce qu'on appelle les recettes publiques qui proviennent de la douane, des impôts, des dividendes sur les entreprises du portefeuille, si ces entreprises donc sont rentables, ainsi de suite. La totalité de cette facture, de ces recettes publiques arrive à 380 milliards de francs congolais. Vous voyez, d'un côté nous avons les dépenses publiques, 480 milliards, et nous avons les recettes publiques, 380 milliards. Encore une fois de plus, les dépenses sont plus élevées que les recettes. Donc il y a un déficit qu'il faut combler. Ce déficit-là, sur les opérations courantes de l'État, pour faire fonctionner l'État congolais tous les jours, on le combine avec le déficit qui provient de la balance commerciale. Quand je vous ai dit que les exportations ont baissé plus que les importations. En mettant les deux déficits ensemble, le déficit global de l'État congolais a explosé, a augmenté considérablement. Maintenant, il faut financer ce déficit. On l'a financé comment? En utilisant les réserves d'échange. C'est pour ça qu'on a constaté que les réserves d'échange de la Banque centrale ont diminué de 1,2 milliard. Nous sommes aux environs aujourd'hui de 850 millions de dollars. Les réserves ont été utilisées pour payer en partie ces factures-là. Deuxièmement, parce que ce n'était pas suffisant, on a utilisé ce qu'on appelle les aides budgétaires. Et les aides budgétaires proviennent d'où? Des bailleurs de fonds, multilatéraux essentiellement et bilatéraux. Mais dans ce cas ici, on a utilisé les aides budgétaires qui proviennent du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais ce n'était pas suffisant toujours parce qu'on ne peut pas commencer à dépendre pour payer nos salaires. On ne peut pas commencer donc à dépendre donc des bailleurs de fonds parce que ça, ce n'est pas soutenable. Donc on a utilisé un peu, il reste toujours un déficit important. Et ce déficit a été financé comment? En faisant recours à la Banque centrale qui a allumé sa fameuse machine-là qu'on appelle la planche à billets. Ils ont fabriqué beaucoup de francs congolais en quantité industrielle, mais qui ne sont pas soutenus par les matelas de devises. D'où on a trop de francs congolais dans le marché, très peu de devises, et les gens sont donc disposés à donner beaucoup de francs congolais pour recevoir donc les peu de devises qui existent. C'est ça qui explique la dépréciation monétaire pendant toute cette période-là. Maintenant, pourquoi est-ce que soudainement il y a revirement de la situation depuis le week-end dernier? Ce qui s'est passé, c'est que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, préoccupé par la baisse du pouvoir d'achat de la population à cause de la dépréciation monétaire, a dû tirer les oreilles du Premier ministre, du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale, en leur disant: vous devez arrêter la dépréciation monétaire. En d'autres termes, vous n'arrêtez pas la dépréciation monétaire, je vais vous foutre à la porte. C'est ça que ça veut dire. Ils ont eu peur. Donc les gens qui faisaient la planche à billets, ils ont paniqué. Ils ont arrêté la planche à billets. Et en arrêtant donc la planche à billets, il y a eu en quelque sorte donc stoppage de la production là, des billets qu'ils injectaient donc dans l'économie tous les jours. Ils n'ont plus fait ça. Ils veulent observer et voir comment les choses vont se passer. Entre-temps, ils ont annoncé publiquement qu'à partir de mercredi 5 août 2020, ils vont injecter 25 millions de dollars dans le marché, dans le marché de change. En annonçant ça à l'avance, les cambistes sont très intelligents. Ils se sont dit, ah, donc au lieu de continuer la dépréciation monétaire, maintenant, ces gens-là qui alimentaient la dépréciation monétaire veulent maintenant stabiliser la monnaie. Donc il y aura en quelque sorte donc rareté du franc congolais. Ils ont anticipé, ils ont spéculé à l'avance en disant comme il y aura des devises qui vont entrer donc dans le marché, donc on aura suffisamment de dollars ou bien beaucoup de dollars par rapport au franc congolais. C'est ça qui a causé l'appréciation soudaine. Mais les taux que nous avons là de 1500, 1600, 1700 francs congolais pour $1, ce sont des taux très superficiels, artificiels. Ce n'est pas durable. Vous allez voir que d'ici la semaine prochaine, sinon donc dans les 2 semaines qui viennent, on risque de pouvoir revenir à la situation d'origine. Et si on revient à cette situation, on risque même de la dépasser parce que les gens vont réaliser que les petits 25 millions de dollars dont disposait la Banque centrale, ils les ont utilisés. Et d'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de réserves pour avoir la capacité d'intervention dans le marché régulièrement. Tout le monde sait qu'ils ont 850 millions de dollars. Et les 850 millions de dollars donc des réserves d'échange représentent à peine 3 semaines d'importation.
Vous savez, quand vous descendez en dessous des 3 semaines d'importation, vous avez violé certains donc des standards internationaux, notamment les critères de performance avec le Fonds monétaire international. Donc, on sait que la Banque centrale est à le dos contre le mur, ne pourra pas intervenir sur le marché avec beaucoup de réserves, avec beaucoup d'argent. Donc les 25 millions là, c'est peut-être avant-dernier. Ils peuvent encore intervenir avec 25 millions encore si la situation perdure, mais ils n'auront pas beaucoup de moyens pour pouvoir intervenir afin de soutenir donc la monnaie, les taux d'échange que nous avons aujourd'hui. Voilà, puisque nous vous recevons, c'est vrai, pour ceux qui nous suivent, vous parlez, vous êtes économiste, vous êtes expert, vous parlez de la dépréciation, nous sommes dans les mots dépréciation, je vous ai entendu parler de l'appréciation. Effectivement, parce que ceux qui nous suivent doivent comprendre ces différents termes et comprendre toutes ces transactions. Si vous pouvez vraiment nous expliquer, parce que c'est une occasion d'avoir un expert sur ces plateaux. Alors si vous pouvez nous expliquer, monsieur Noël Tchanimodiamvita, la dépréciation ou l'appréciation, ça veut dire quoi? De la monnaie. Ouais. Les Congolais doivent comprendre que notre monnaie, c'est le franc congolais. Oui. Le franc congolais, toutes nos transactions, nos salaires, tous les prix, tout est libellé en franc congolais en principe. Maintenant, c'est ça notre unité de mesure, c'est le franc congolais. Si on doit échanger les francs congolais contre une monnaie étrangère comme le dollar, il faut que, je vais pour simplifier les choses, prendre le cas où $1 égale à 1 franc congolais. La monnaie va s'apprécier lorsque, avec 1 franc congolais, on obtient beaucoup de dollars. C'est-à-dire que le franc congolais devient plus fort que le dollar. Oui. Si nous partons d'une situation de $1 égale à 1 franc congolais, et on part de cette situation-là, pour arriver à 1 franc congolais égale à $1,50. La monnaie congolaise s'est appréciée de 50%. Ok? Parce qu'avec le même franc congolais, on obtient plus de dollars qu'avant. C'est ça l'appréciation. L'inverse maintenant, c'est la dépréciation. Si nous partons donc de $1 égale à 1 franc congolais, et soudainement, nous avons, au lieu d'avoir $1 égale à 1 franc congolais égale à $1, nous arrivons à la situation où 1 franc congolais égale à 0,5 $, c'est-à-dire la moitié $1. Cela veut dire que le même franc congolais qu'on avait avant ne nous permet plus d'avoir $1. Ça nous permet d'avoir simplement la moitié du dollar. Okay. Donc il y a eu dépréciation monétaire parce que notre monnaie a perdu de la valeur. Ce qui nous arrive ici, c'est quoi? C'est que jusqu'à la semaine dernière, le franc congolais s'est déprécié chaque jour. Avec un franc congolais, on avait un certain volume donc de dollars. Maintenant, soudainement, pendant le week-end, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la même quantité de francs congolais, on peut obtenir plus de dollars parce que les taux d'échange ont changé en faveur donc de notre monnaie nationale. C'est ça qu'on appelle donc depuis le week-end, le franc congolais s'est apprécié, tandis qu'avant le week-end, le franc congolais s'est déprécié. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que cette appréciation de la monnaie est soutenable? Est-ce que ça va durer longtemps? Pour qu'une monnaie s'apprécie, il faut que le pays produise beaucoup et vende beaucoup pour gagner plus de devises. Est-ce que depuis le week-end, notre pays a produit beaucoup? Non. Donc, les taux d'échange que nous avons sont très superficiels. On peut les maintenir superficiellement au niveau actuel en injectant des liquidités sur le marché, mais je vous assure que les opérateurs économiques sont plus intelligents qu'on le pense. Ils vont prendre tous les dollars là que la Banque centrale va injecter sur le marché, les garder donc dans leur maison et attendre que les taux se déprécient encore pour pouvoir donc revenir. Donc, je ne suis pas sûr que la Banque centrale du Congo comprenne ce qu'elle est en train de faire. Parce que j'ai même suivi hier, à l'issue, ils avaient convoqué ce qu'ils ont appelé la réunion extraordinaire du comité de politique monétaire. Mais les décisions qu'ils ont prises, elles m'ont surpris. Elles sont contraires à ce qu'ils veulent faire sur le marché. Quand on a une banque centrale ou le comité de politique monétaire qui doit examiner les conditions du marché et décider s'il faut injecter plus de dollars et soustraire des francs congolais du marché, il y a ce qu'on appelle les instruments de politique monétaire qui sont déployés. Les instruments de politique monétaire que la Banque centrale utilise, c'est le taux directeur, qui est le taux d'intérêt, voilà, le taux directeur, et il y a aussi ce qu'on appelle
les coefficients de réserves obligatoires. Coefficients de réserves obligatoires, on les impose sur les dépôts que le public congolais maintient dans les banques commerciales. Quand on veut qu'on puisse injecter plus de dollars dans l'économie, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les coefficients de réserves obligatoires sur les dépôts en dollars pour permettre aux banques qui ont reçu les dépôts donc de la clientèle d'avoir plus de dollars disponibles dans leurs mains qu'ils peuvent prêter donc à l'économie. Parce que les coefficients de réserves obligataires, c'est le pourcentage de dépôts que vous devez conserver à la Banque centrale que vous ne pouvez pas utiliser. Oui. Donc quand on baisse le pourcentage, on permet aux banques de garder plus de liquidités en dollars et de prêter ça à l'économie. Or, la décision qu'ils ont prise hier, elle est surprenante. Ils ont décidé de garder inchangé le dispositif monétaire, c'est-à-dire le même taux directeur, et les coefficients de réserves obligatoires n'ont pas été changés. Moi, je pense que là, la Banque centrale du Congo a fait l'inverse du message qu'elle donne donc au marché. Donc, en ce qui concerne les dépôts maintenant en francs congolais, nous voulons absorber la liquidité en francs congolais sur le marché pour qu'il n'y ait pas trop de francs congolais qui causent la dépréciation monétaire, n'est-ce pas? Or, la décision qui a été prise hier par le comité de politique monétaire, c'est l'inverse exactement. Ils auraient dû augmenter le coefficient de réserves obligataires obligatoires sur les dépôts en francs congolais pour que les banques commerciales aient moins de liquidités à prêter à l'économie. En maintenant donc ces deux instruments-là échangés, je considère que le comité de politique monétaire n'a pas fait un bon travail, ils n'ont pas compris ce qu'ils veulent faire. Voilà. Monsieur Noël Chanimoisian-Vita, on va revenir, c'est vrai, presque à la fin de l'émission pour que vous parliez un peu de ces différentes pistes de solutions. Mais puisque nous suivons souvent vos différentes interventions, vous avez affirmé quelque part le système bancaire congolais ne répond pas aux besoins de développement du pays. Que vouliez-vous dire à travers cette affirmation? Quand on a un système bancaire dans un pays, il doit servir à un objectif. Le rôle du système bancaire, c'est de servir d'intermédiaire, c'est-à-dire de mobiliser les dépôts de ceux qui en ont en excédent et de prendre ces dépôts-là pour les prêter aux opérateurs économiques, aux individus qui en ont besoin pour financer donc leurs activités. Or, le système bancaire congolais que nous avons est constitué de toutes les banques étrangères. Et quand vous voyez bien ces banques étrangères-là, elles prennent des dépôts des Congolais, mais il n'y a pas beaucoup de crédit donc à l'économie. Et les banques étrangères ont un appétit très élevé pour les dollars américains, c'est-à-dire pour la dollarisation. C'est-à-dire qu'elles sont dans les pays, ils veulent gagner les dollars et la plupart des temps, ils font des transferts à l'extérieur. Des transferts à l'extérieur qui passent parfois inaperçus auprès des autorités monétaires. C'est-à-dire la fuite des capitaux. Quand on fait la fuite des capitaux, on appauvrit un pays et on va déposer l'argent à l'extérieur qui est utilisé par les pays extérieurs. Je donne l'exemple pour que les Congolais puissent bien comprendre. Quand on a eu le procès des 100 jours du programme du chef de l'État, le procès de Jamal et Vital Kamerhe, vous avez bien compris qu'il y a eu 57 millions de dollars transférés de la Banque centrale du Congo qui devaient arriver à Ecobank, mais qui n'étaient pas arrivés à Ecobank, qui ont été interceptés au niveau de la Robank. Et qui a sorti l'argent? Monsieur Jamal. Et quand il a sorti l'argent, il a transféré une portion donc, de cet argent-là, une portion au Liban. On lui a posé la question, il n'a jamais dit comment l'argent est arrivé au Liban. Près de 10 millions de dollars qu'il a transféré. Donc il y a eu fuite des capitaux, on a appauvri la République démocratique du Congo, on a enrichi le Liban. Les banques étrangères, c'est ça qu'elles font dans notre pays. Donc au lieu de prendre les dépôts et de financer l'économie nationale, financer les Congolais, les activités des hommes d'affaires, les entreprises et consorts, on ramasse les dépôts, on fait fuir les capitaux donc à l'extérieur. C'est pour ça que je considère que notre système bancaire n'est pas bon pour le développement du pays. S'il était bon pour le développement du pays, il mobiliserait tous les dépôts et prendrait ces dépôts-là pour les prêter aux Congolais, pas pour aller cacher l'argent donc au Liban. C'est ça que je voulais dire. Voilà, l'économie congolaise est pivotée par la vente des matières premières, situation qui ne semble pas garantir un futur prometteur. Comment, selon vous, le gouvernement doit faire pour exciter la diversité de son économie? C'est une question de vision et c'est une question de mettre en place des incitations pour orienter les gens ou les hommes d'affaires ou le secteur privé vers ce que le gouvernement voudrait réaliser. Je voudrais donner un exemple concret. Par exemple, actuellement,
tout le monde, et même pas actuellement, depuis très longtemps, on parle de l'agriculture qui est la priorité des priorités. Dans notre pays, moi, quand j'étais né, j'ai trouvé, les gens disaient l'agriculture c'est la priorité des priorités. Pendant la période de Mobutu, on nous racontait la même histoire. Pendant la période de Kabila Père, on nous racontait le même truc. Pendant la période de Kabila Fils, la même chose, jusqu'aujourd'hui. Mais regardez bien combien de ressources sont allouées dans le budget national au secteur de l'agriculture. Vous trouverez que ce sont des ressources minimes. Souvent, 3, 4, 5%. Mais ce ne sont pas, donc ça ne montre pas que le gouvernement met la priorité vers ce secteur-là. Si nous voulons développer l'agriculture, nous devons y allouer suffisamment de moyens. Mettre en place tous les mécanismes d'appui aux agriculteurs pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, obtenir des financements qu'il faut, avoir les capacités conséquentes, avoir des équipements qu'il faut comme des tracteurs et consorts et pouvoir faire donc le travail. Moi, j'ai travaillé sur des pays qui ont mis l'accent sur l'agriculture et je vis des résultats. Je vous donne l'exemple donc de la République du Mali. J'avais aidé à mettre en place le système pour le financement de l'agriculture. On avait mis en place ce qu'on appelle la BNDEA, la Banque nationale pour le développement de l'agriculture au Mali. Cette banque-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle travaillait avec les fermiers, avec les agriculteurs, pour que au début de la saison, on leur fasse des avances, c'est-à-dire de l'argent, des prêts qu'on leur donne, qu'ils vont utiliser pour avoir des engrais chimiques, pour débroussailler donc les champs, cultiver, et ils cultivaient quoi? Non seulement les produits agricoles donc de consommation, mais également le coton. Et à la fin donc de la saison, la même banque organise avec la compagnie donc de coton pour aller récolter le coton avant même qu'il ne soit vendu à l'extérieur. Donner des jetons aux producteurs en disant nous avons pris 10 tonnes de coton de votre part, ceci vaut par exemple 100 000 $, prenez ce bon ici de 100 000 $, nous allons venir vous rembourser, vous payer une fois que nous avons vendu le coton donc à l'extérieur. Donc il y a eu un appui important de l'État vers ce secteur-là. Je voudrais que nous puissions aussi faire la même chose. Quand on veut diversifier l'économie, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur le secteur agricole, l'élevage et la pêche, donner à ceux qui opèrent dans ce secteur-là tous les moyens possibles, y inclut les financements, y inclut l'accès au marché, y inclut le renforcement des capacités pour qu'ils fassent correctement donc leur travail. Si nous le faisons avec le secteur agricole, on peut le faire avec le secteur industriel aussi, le secteur minier. Et le secteur minier, on ne va pas se concentrer simplement sur 2 ou 3 matières premières que nous avons toujours exploitées comme le cuivre, le cobalt, le diamant. On doit ajouter d'autres matières premières. Le Congo a 1100 minéraux métaux précieux différents. Si nous voulons diversifier, il faut permettre l'exploitation à grande échelle de tous ces minéraux-là. Ça va diversifier donc la production minière. Comme ça, si le prix du cobalt donc est tombé, nous pouvons nous appuyer sur la hausse des prix, par exemple, de l'or, pour continuer à ramasser, à gagner donc des devises, des recettes d'exportation, ainsi de suite. C'est comme ça que moi je pense la vision devait nous permettre donc de diversifier l'économie pour ne pas dépendre soit d'un seul secteur, soit d'une seule commodité. Et selon vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pensez que ce méga projet INGA, le projet INGA, peut être l'un des enjeux pilotes pour faire sortir la République démocratique du Congo de ce carcan? J'ai toujours pensé que INGA, c'est une richesse énorme pour notre pays. Parce que, vous savez, INGA produira de l'électricité, ou produit de l'électricité en utilisant l'eau. Donc, c'est le potentiel hydroélectrique, donc on utilise de l'eau pour produire de l'électricité. C'est l'électricité d'abord la plus propre qu'on puisse trouver, et la moins chère aussi qu'on puisse avoir. Si nous produisons l'électricité de INGA, nous pouvons d'abord électrifier toute la République démocratique du Congo à moindre coût. Nous pouvons même donner l'électricité à la population congolaise gratuitement. Pourquoi? Parce que l'électricité coûte tellement cher. Mais nous allons aussi utiliser cette électricité-là pour la vendre à l'extérieur. Quand on la vend à l'extérieur, on gagne des devises étrangères. Ça peut devenir une source pérenne de devises étrangères pour la RDC, qui est tellement pérenne qu'elle pourra être plus durable que les ressources minières qui peuvent tarir, qui peuvent arriver à épuisement, tandis que l'électricité sera toujours là et pourra toujours constituer donc cette source de devises étrangères pour le pays. Donc, moi je considère que le développement du projet INGA, grand INGA qui doit produire 45 000 mégawatts d'électricité,
c'est une véritable aubaine pour la RDC. Oui. Ça permettra à la population congolaise de mieux vivre en ayant l'électricité partout. Ça permettra à l'économie de s'industrialiser, de se mécaniser en utilisant l'électricité, et ça permettra à notre pays de pouvoir tirer l'Afrique vers le haut, parce qu'on va vendre l'électricité à tous les autres pays africains. Ça nous met dans le rôle donc de leader sur l'échiquier donc continental, mais ça nous permet aussi donc de gagner des devises qu'on peut utiliser pour financer le développement. Voilà, revenons à la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie vient changer des donnes au niveau des institutions financières mondiales. La République démocratique du Congo, qui était déjà classée parmi les pays fragiles, avait du mal à arracher la part de lion. Maintenant, face à cette réalité sanitaire, quel management doit faire le pays pour être dans les carrés des bénéficiaires? Je veux que le Congo soit géré comme une entreprise, c'est-à-dire une entreprise qu'on puisse regarder qu'est-ce qui rapporte et qui rapporte à notre population et qui nous permet de nous développer, mais ce qui ne rapporte pas et qui nous gêne, qu'on soit en mesure de prendre des décisions rapidement possibles pour restructurer et puis avancer. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait que les institutions congolaises, il y en a qui ne fonctionnent pas ou qui ne servent absolument à rien. Nous devons nous faire violence et déterminer lesquelles des institutions nous devons garder et lesquelles on doit fermer. Par exemple, le Sénat congolais nous sert à quoi? Absolument à rien. On peut fermer le Sénat ce matin-là, continuer à fonctionner avec l'Assemblée nationale. On n'aura même pas mal à la tête. La RDC ne va même pas souffrir donc d'un petit minimum de mal à la tête. Pourquoi? Parce que le Sénat n'ajoute pas de la valeur. Il faut regarder les assemblées provinciales. Ça nous sert à quoi? À destituer les gouverneurs. C'est tout. Je n'ai jamais entendu une loi adoptée par une assemblée provinciale et qui fasse du sens. Supprimons cette histoire-là. On va épargner beaucoup d'argent qu'on va utiliser pour mettre, par exemple, dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ça pourra être beaucoup plus rentable. Regardons la taille du gouvernement. Le gouvernement américain, les États-Unis d'Amérique ont 350 millions d'habitants, avec un territoire qui fait 3 fois plus grand que la République démocratique du Congo. Et ces États-Unis d'Amérique là fonctionnent avec moins de 20 ministres. Pour être précis, je pense que ça doit être 17 ou 19 ministres. Donc, nous ne pouvons pas venir avec une formule qui nous coûte trop d'argent et qui ne permet pas à notre pays d'être géré correctement. 67 ministres, où est-ce qu'on a trouvé cette idée-là? Parce qu'on veut trouver la place pour tout le monde, y inclut les gens du FCC. Non, mais chacun a son rôle à jouer. Il y a beaucoup de ces ministres-là, moi je ne connais même pas leur nom et je ne sais pas ce qu'ils font tous les jours. Donc, je souhaiterais que nous puissions restructurer le gouvernement, réduire la taille, dégager les épargnes. Cet exercice dont je parle là, pour le Sénat, le gouvernement, mais également les assemblées provinciales, on peut le faire pour toutes les structures. Vous pensez que quelques ministères doivent être mis ensemble, fusionnés, et on peut avoir un vrai ministre qui gère tout un grand portefeuille, et en ce moment-là, il peut être assisté par, c'est pas des directeurs dans son ministère, mais on n'a pas besoin donc d'inventer la lune et d'avoir des ministères qui ne font pas du sens. Donc, si nous voulons restructurer la RDC pour qu'elle puisse jouer un rôle important dans le concert des nations après cette pandémie, nous devons regarder réellement le pays, comment il fonctionne, éliminer tout ce qui est bureaucratique, tout ce qui ne nous permet pas d'avancer et nous mettre de notre côté tous les avantages comparatifs. Commencer à tourner normalement pour que nous soyons comparatifs par rapport donc aux autres pays. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs, nous recevons M. Noël Tchani-Mwadianvita, qui est docteur en économie, en sciences économiques. Alors, docteur Noël Tchani-Mwadianvita, si vous le permettez, que je vous appelle docteur, en tant qu'expert, face à cette dépréciation du franc congolais, quelle politique monétaire pouvez-vous proposer qui soit adaptée à la crise causée par cette pandémie de la Covid-19? Oui, ça c'est une question excellente et je dirais que si nous voulons faire face à la pandémie, mais également à nous développer correctement en tant que pays, nous devons reconnaître déjà que notre pays ne fonctionne pas correctement. Aujourd'hui, nous avons insuffisance totale d'infrastructures de base. Moins de 10% de la population ayant accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications, très peu de routes construites par rapport à la taille donc de notre pays. Nous n'avons pas d'aéroport moderne, nous n'avons pas une monnaie crédible, nous n'avons pas une économie qui produit.
Ce que nous devons faire maintenant, on ne peut pas restructurer simplement la monnaie en disant on va avoir une politique monétaire crédible si on ne restructure pas le reste de la République qui ne tourne pas comme il se doit. Ce que nous devons faire, c'est avoir une vision de développement, un plan global de développement intégré, une vision de développement qui permet de pouvoir restructurer donc l'économie du Congo et de remettre cette économie-là sur la voie où elle peut produire correctement. Maintenant, moi je vous ai proposé une stratégie de développement qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la réflexion de développement de la RDC. C'est une vision intégrée, secteur par secteur. Je l'ai même mise à jour pour intégrer les défis soulevés par Covid-19. Ce plan-là, il est aujourd'hui une innovation par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Je souhaiterais qu'on adopte donc une vision de ce genre-là, et maintenant, chacun de nous va jouer un rôle dans un secteur bien spécifique pour arriver à réussir donc la main-d'œuvre. Donc, d'une part, on va restructurer les politiques économiques du gouvernement. Qu'on ait un véritable gouvernement, qu'on ait un véritable Premier ministre qui pilote une vision très claire de développement et qui comprend ce qu'il fait, qui est présent et qu'on voit et qu'on sent qu'il est là. Aujourd'hui, je peux dire qu'Ilunga Ilunkamba, je ne sais pas ce qu'il fait tous les jours. Je ne le sens pas et je ne vois pas qu'il est même pressé pour faire face à ces défis de développement soulevés par la Covid-19. Donc, qu'on ait des politiques économiques qu'il faut, qu'on ait un véritable budget. C'est-à-dire quand on dit que la RDC a un budget, on respecte ce budget-là et on le met en œuvre tous les jours en respectant donc les contraintes donc, que nous avons. Maintenant, en face de ça, on pourra avoir maintenant la politique monétaire de la Banque centrale. Mais il faut que cette Banque centrale soit restructurée. Pour restructurer la Banque centrale, les actions à mener dans ce secteur, je voudrais les situer peut-être à 4 ou 5 niveaux. Un, il faut restructurer l'organe, l'institution Banque centrale, pour que ça devienne une institution qui tourne correctement. Je vous informe que j'ai demandé hier à quelqu'un, j'ai dit, mais monsieur, dites-moi par exemple, le vice-gouverneur de la Banque centrale s'appelle comment? Personne ne connaît. Personne, beaucoup de gens m'ont même demandé, il y a un vice-gouverneur là-bas, mais il fait quoi? Il est payé tous les jours. Donc, il y a un problème de ce côté-là. J'ai posé la question ce matin. Le comité des politiques monétaires, qui sont les membres du comité des politiques monétaires? On n'a jamais entendu parler d'eux. On les connaît, on ne sait pas ce qu'il faut. Est-ce que cette institution-là fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Maintenant, le conseil d'administration. Vous savez que le conseil d'administration... Le comité de politique monétaire s'est réuni... Ils se réunissent pour répéter comme des perroquets. Oui, ils se réunissent pour répéter comme des perroquets la même chanson. Le comité des politiques monétaires a décidé de garder inchangé le dispositif monétaire, c'est-à-dire les taux directeurs et les coefficients de réserves obligataires. C'est la même chanson qu'ils répètent tous les jours. Même pendant la période de la pandémie ici, il y a eu variation considérable des taux d'échange la semaine dernière. Et aujourd'hui, hier, le comité de politique monétaire s'est réuni et adopte le même dispositif qu'avant la pandémie. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'il faut varier ces variables-là ou ces instruments pour arriver à répondre aux besoins réels donc de l'économie. Donc vous préconisez le changement de tous les systèmes financiers congolais. Je préconise qu'on puisse restructurer la Banque centrale. Oui. Sérieusement. La restructuration implique quoi? Les changements des acteurs clés de la Banque centrale. C'est-à-dire, le conseil d'administration connaît des gens professionnels qui vont faire partie du conseil d'administration. 2, qu'on puisse professionnaliser le comité des politiques monétaires. Et 3, qu'on puisse changer la haute direction de la Banque centrale, c'est-à-dire le gouverneur, les vice-gouverneurs, qu'on y ajoute un deuxième vice-gouverneur. Avec cette nouvelle équipe-là, il y aura une nouvelle vision maintenant pour faire des choses différemment. Maintenant, au niveau du gouvernement, on change le Premier ministre et qu'on change même la composition du gouvernement et la structure du gouvernement. Qu'on ait des gens qui savent ce qu'ils font et qui seront présents. Vous pensez que toutes ces personnes-là ne remplissent pas leur rôle? Vous voulez qu'on change tout le monde pour mettre qui à cette place ou à ces différents ministères ou institutions? Je voudrais vous avez dit quelque chose d'important. Si je pense que toutes ces personnes ne font pas leur travail, s'ils faisaient tellement leur travail, vous savez quoi? On n'aurait pas 85% de la population au chômage. Vous savez quoi? On n'aurait pas dans toutes les entreprises publiques des arriérés de salaires donc de 7-10 mois, ainsi de suite là. Vous savez quoi? Les professeurs à l'université à l'UNIKIN n'allaient pas refuser de recommencer l'école parce que les salaires qu'on leur donne ne permettent pas aux professeurs de vivre correctement. Vous savez quoi? On n'aurait pas, si vous allez à Massina et vous voyez, vous dites à tout le monde porter les masques, vous ne trouverez pas que toute personne ne porte le masque, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, le pays ne marche pas. Nous devons reconnaître ça. S'il ne marche pas, les acteurs clés qui sont là n'ont pas fait leur travail ou ne font pas leur travail.
Nous devons nous faire violence pour changer les choses, le fonctionnement du pays. Et pour changer le fonctionnement du pays, vous commencez par le fonctionnement des hommes qui sont en charge. Voilà, merci. Nous sommes presque à la fin de ce magazine. Nous allons un peu parler diplomatie. Ce n'est pas à chaque fois que nous vous recevons sur ce plateau de Vision en Arc, sur notre chaîne Arc-en-Ciel Télévision. L'armée zambienne a franchi les limites de ses frontières au-delà de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a opté pour un dialogue au lieu d'engager une guerre. Quelle lecture faites-vous? Je crois que le président de la République est plus sage que moi sur ces questions-là. Il est très sage. Pourquoi? Parce qu'il a privilégié le dialogue avant toute autre action militaire. Et moi, je voudrais saluer cette approche-là. Mais je voudrais juste donc ajouter quelque chose qui me distingue donc de lui. Oui. C'est que moi, je veux qu'on utilise le dialogue jusqu'à un point. Et qu'on se donne donc un timing. Si on n'arrive pas à régler les problèmes donc sérieusement par diplomatie pendant une période de temps raisonnable, il va falloir qu'on frappe sérieusement donc l'un de nos pays voisins. Sérieusement. C'est-à-dire le frapper pas pour qu'il puisse subsister, pas pour chasser son armée de notre territoire, mais le frapper pour que son armée sorte de notre territoire et qu'on entre dans ce pays-là, qu'on détruise sa capacité militaire, qu'on fasse des dégâts tels qu'il va mettre 50 ans pour se remettre, pour revenir au niveau où il était avant. Quand on va le faire avec un pays voisin, je crois que tous les autres pays vont commencer à nous respecter parce que la blague a trop duré. Nous avons 9 voisins et chacun de nos 9 voisins se permet avec son armée d'entrer sur notre territoire comme s'ils entraient donc dans leur jardin. C'est tout à fait inacceptable. Donc, je salue l'approche suivie par le chef de l'État pour privilégier donc le dialogue. Je voudrais donc juste lui dire que, Excellence, si ça ne marche pas pendant un certain temps, suivez peut-être mon conseil. Frapper quelqu'un, on va nous respecter. Voilà, en politique, des voix s'élèvent sur des futurs pourparlers en République démocratique du Congo en vue d'un consensus, effectivement, sur les élections. Quelle est la position de Noël Tchani-Modian-Vita? J'ai suivi cette initiative prise par nos compatriotes qu'on appelle le groupe des 13. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi 13, je ne sais pas, ils veulent qu'on puisse nous rappeler les 13 parlementaires. Je pense que c'est une bonne initiative d'essayer de ramener tout le monde à discuter des questions essentielles. Et quand il parle d'avoir un dialogue, je salue l'idée du dialogue sur un sujet bien spécifique. Parce que les politiciens congolais sont habitués à, chaque fois qu'ils ne sont pas au pouvoir, quand ils sont au pouvoir, tout marche bien. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils demandent qu'il y ait de dialogue. Et quand vous les amenez autour de la table, ils disent partageons-nous le gâteau. Et c'est la même histoire, les mêmes individus que nous avons connus. Nous sommes nés, nous on a grandi, on les a trouvés, ils sont toujours là. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on ait encore donc ce genre de dialogue-là. On a eu des élections, parfaites ou imparfaites. Ces élections nous ont donné une mandature de 5 ans. Tout le monde doit attendre dans 5 ans. Et à la fin donc de 5 ans, on pourra encore retourner aux élections. Ceux qui vont gagner vont gérer, ainsi de suite. C'est comme ça que l'état des droits se solidifie et les institutions se mettent en place et se solidifient aussi. Mais la question qu'on est en train d'explorer ici pour le dialogue, oui, c'est l'organisation des élections en 2023. C'est-à-dire, quelles sont les réformes à apporter à la CENI, comment désigner les animateurs donc de la CENI. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter à la loi électorale, par exemple, pour passer du système de scrutin à un seul tour au scrutin donc à 2 tours pour la présidentielle? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les gouverneurs des provinces soient élus par leur population de province plutôt que par les députés provinciaux en nombre réduit et qui pourraient permettre le recours à la corruption pour se faire élire, ainsi de suite. Donc, comment peaufiner et améliorer donc notre système électoral? Moi, je voudrais saluer cela. Et s'il y a un dialogue, c'est-à-dire très réduit, pendant un temps bien record, mais sur ces questions électorales simplement et sans venir avec les partages de pouvoir, avec qui veut faire partie, qui veut devenir vice-président de la République ou des histoires comme ça, je pense que ça, c'est un dialogue que je voudrais soutenir. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Une dernière question à M. Noël Tchani-Modian-Vita. Aujourd'hui, docteur Noël Tchani-Modian-Vita, gouverneur de la Banque centrale du Congo, ici en République démocratique du Congo. Les Congolais doivent espérer
d'échanger un franc congolais à $1 américain? Waouh, ça c'est la bombe que vous m'avez réservée donc à la fin. Je voudrais dire que vous savez la prérogative de nommer les gouverneurs, les membres du conseil d'administration, les vice-gouverneurs donc à la Banque centrale, cette prérogative revient à un seul individu sur cette planète. Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Il a devant lui les CV de 100 millions de Congolais, tous qualifiés pour diriger la Banque centrale. Donc c'est à lui de pouvoir faire le choix, déterminer qui il pense pourrait être la meilleure personne pour répondre donc à ce défi-là, pour donner au peuple congolais une monnaie qui se respecte. Mais s'il arrivait qu'il me demandait à moi de faire ce travail-là, à quoi est-ce que le peuple congolais devrait s'attendre? Le peuple congolais devrait s'attendre à ce que j'appelle moi des réformes toutes azimuts. C'est-à-dire, on va bouleverser le secteur monétaire, le secteur financier, le secteur bancaire. On va faire de ce Congo, ou bien dans ce Congo, ce qui n'a jamais existé avant. Je pense que nous pourrons remettre la Banque centrale sur les rails, réformer ce qu'il y a à réformer, crédibiliser la politique monétaire, professionnaliser l'institution et que ça devienne véritablement une institution qui conçoit et qui met en œuvre la politique monétaire. Mais le plus important, c'est que je peux promettre au peuple congolais, c'est que nous allons tout faire pour mettre fin à la dollarisation. Moi, je suis un fervent croyant dans ce que j'appelle la souveraineté. Je suis très jaloux de la souveraineté congolaise. Je voudrais que notre monnaie nationale reflète cette fierté-là. Qu'on ait un franc congolais, qu'on ait une monnaie nationale qui est la seule que tous les Congolais vont utiliser. Qu'on mette fin à l'usage donc de devises étrangères dans notre pays. Pourquoi? Parce que vous savez, la dollarisation coûte trop cher au pays en termes de perte de revenus de seigneuriage. Chaque année, le Congo perd près de 600 millions de dollars transférés subtilement aux États-Unis à cause de la dollarisation, pendant que notre banque centrale encaisse chaque année des pertes d'exploitation. Nous devons mettre fin à cette hémorragie-là. Mais de l'autre côté aussi, nous devons permettre à la Banque centrale d'avoir la capacité de concevoir, de mettre en œuvre la politique monétaire qui va donner au peuple congolais une monnaie crédible. Et enfin, nous allons restructurer le système financier pour qu'on ait de véritables banques dans lesquelles nous avons des Congolais, des institutions congolaises qui financent l'économie congolaise plutôt que qui appauvrissent le Congo avec les transferts à l'extérieur qui sont illicites. Voilà, merci Monsieur Noël Tchani-Modiam-Vita d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que ce n'est pas la dernière fois de venir sur ce plateau de Vision en Art sur Arc-en-Ciel Télévision pour ne pas parler seulement de l'économie mais effectivement aussi des enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. Je reviendrai à tout moment que vous allez m'inviter ici. Et vous savez d'ailleurs que vous avez promis de m'inviter donc dans le journal télévisé. Voilà. Invité de Grâce Longi. Lyongi. Donc j'attends toujours cette invitation-là et je viendrai volontiers. Voilà, ça sera avec plaisir qu'elle va vous recevoir dans le journal sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci beaucoup. C'est la fin de ce magazine Vision en Arc. Nous remercions cette grande équipe technique chapeautée par les directeurs techniques Papi Fala et coordonné bien sûr par les mains des maîtres du grand manager Tite Lyongi et Konkoy. Et merci beaucoup à cette grande équipe de la rédaction de Arc-en-Ciel Télévision qui vous permet d'être informés à temps réel. Et nous remercions à nos téléspectateurs de nous avoir suivis en direct sur Arc-en-Ciel Télévision. Vos questions, nous les avons posées et effectivement, je crois que nous avons le docteur Noël Tchani-Modiam-Vita a répondu à toutes vos préoccupations. Alors nous disons à la prochaine, au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne Arc-en-Ciel Télévision.